fois, merci beaucoup pour votre présence. On va écouter ce soir Pakis Palan et Catherine Girard nous parler d'autonomie, d'entreprise autogérée, un sujet qui passionne hein, et qui éveille évidemment notre curiosité. Alors, Pakis Palan, Catherine Girard, vous êtes toutes les deux les cofondatrices hein, des soins volants. Vous en êtes aussi les dirigeantes. Alors, les soins volants, c'est un service de soins à domicile et vous êtes situés en Suisse romande. Vous êtes toutes les deux soignantes et vous avez choisi le chemin de l'entrepreneuriat pour bâtir le service de soins à domicile qui réponde véritablement hein, à vos ambitions, que ce soit sur le plan de la qualité des soins ou que ce soit sur le plan de la qualité de vie au travail. Et pour cela, vous vous êtes largement inspiré du modèle Buurtzorg, alors le fameux modèle néerlandais hein, de service de soins à domicile que l'on connaît bien hein, maintenant, très connu hein, dans le secteur de la santé. Et c'est en travaillant hein, sur ce modèle-là, en le contextualisant, que vous ouvrez en 2019 les soins volants. Alors, bon anniversaire, les soins volants ont Merci. déjà Merci. 6 ans. Bravo, bravo, bravo. Alors, la particularité de votre entreprise, la particularité des soins volants, bah, ce sont d'abord ces valeurs. Alors, je les cite, hein, l'autonomie, évidemment, l'innovation, le respect et l'humour. Alors, ce n'est pas si fréquent hein, de voir l'humour comme valeur indispensable pour apporter la bonne humeur dans notre sac de soins, hein, comme vous le dites si bien. Donc, on vous écoutera hein, sur vos valeurs. Et puis, l'autre particularité des soins volants, eh bien, ce sont aussi ces équipes organisées autour de l'autonomie, la responsabilité, la cohésion et l'entraide, cette entraide qui est si importante au sein des équipes. Alors, merci d'être ici avec nous ce soir pour nous expliquer justement l'organisation et le pilotage des soins volants, une entreprise qui pourrait être qualifiée de libérée, hein, pour reprendre le terme d'Isaac Getz. Alors, libérées parce que les équipes fonctionnent de manière autonome, on l'a dit. Elles élaborent elles-mêmes les plannings de soins, elles définissent leurs heures de travail, elles accueillent les patients, elles recrutent leurs nouveaux collègues, elles réalisent bien d'autres tâches que vous allez nous expliquer en totale autonomie. Alors, nous allons vous écouter, nous présenter votre organisation, ses avantages, ses limites, hein, les limites que l'on pourrait trouver dans cette organisation dite libérée, tous les défis qu'il reste à relever, peut-être pour les 6 ans à venir. Et ensuite, bien sûr, on vous posera plein de questions. Alors, je vais tout de suite vous passer la parole. Je vous laisse partager votre document. Et je coupe mon micro. C'est à vous. Merci Sandra pour cette entrée en matière. Merci beaucoup. Merci. Donc, la parole est à nous. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous tous. Nous avons effectivement vu que vous êtes nombreux à venir nous écouter. Ça nous honore et j'espère que vous serez contents de cette présentation. Et nous espérons effectivement aussi pouvoir répondre à vos questions en deuxième partie de cette présentation. Donc Catherine et moi-même, effectivement, ma fille tout à l'heure qui nous a vus juste avant, elle a dit on a l'impression que vous êtes des jumelles là. Donc on va essayer d'être le plus exhaustif possible. Voilà. Alors du coup, est-ce que j'arrive à avancer? Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Nous allons commencer par nous présenter. Je commence, Oui, Catherine. vas-y. Alors moi, je m'appelle Pakis Palan. Je suis directrice des soins volants. Je suis infirmière de formation. J'ai grandi et j'ai eu toute ma formation de soignante dans l'Est de la France. Je suis en Suisse déjà depuis pratiquement 30 ans. J'ai fait toute ma carrière en Suisse. J'ai occupé surtout des postes de responsable et j'ai été beaucoup comment,
dans le management, dans des organisations très top-down, et j'ai occupé des postes dans le communautaire, dans la psychiatrie, dans l'aigu, j'ai fait de la recherche, dans la réadaptation, et j'ai aussi fait pas mal de formations post-grad, notamment dans le management, dans la gestion de projet, dans pas mal de choses. Et voilà. Et le dernier poste que j'ai occupé, c'était responsable dans une organisation de soins à domicile parapublic en Suisse. Et voilà. Et je vous en dirai plus après, une fois que Catherine se sera Merci. présentée. Alors, moi, je m'appelle Catherine, je suis aussi infirmière. J'ai ma formation initiale d'infirmière du Canada au Québec, sûrement que ça doit s'entendre. Alors, je suis infirmière depuis une trentaine d'années. J'ai principalement moi, un parcours clinique où j'ai pu développer avec plusieurs formations, des expériences dans différentes spécialisations au niveau infirmière. Je dirais que je suis vraiment une infirmière aujourd'hui qui porte la profession haut et fort et je défends absolument notre profession et notre autonomie et notre jugement clinique et compagnie. Je suis arrivée, moi, en Suisse en 2009. J'ai eu mon premier travail en Suisse au CHUV. J'ai intégré l'équipe de soins palliatifs pendant quelques années. Et puis après, je me suis dirigée vers les soins à domicile. J'avais envie vraiment de vivre les soins à domicile, un environnement, en tout cas, que je voyais un peu plus familial et plus de proximité. Donc, je me suis retrouvée là comme responsable d'équipe et c'était mon premier poste d'infirmière à responsabilité. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, nous allons vous décrire les éléments déclenchant la création des soins volants. Effectivement, avec Catherine, nous nous sommes rencontrés aux soins à domicile puisque nous dirigions deux services. Et dans cette expérience, finalement, qui a été douloureuse, mais je dirais fructueuse, puisque si nous sommes là ensemble aujourd'hui, c'est que nous avons eu cette belle rencontre. Et puis, c'est aussi, je dirais, un certain nombre d'insatisfactions que nous avons pu vivre, constater dans notre quotidien, qui fait que nous sommes partis sur les soins volants. Premièrement, l'insatisfaction majeure, c'était que notre patientèle n'était pas content je dirais pas des soins prodigués en lui-même, mais surtout sur le fait qu'il y avait beaucoup de turnover au niveau des collaborateurs, les horaires n'étaient pas respectés. C'est vrai que les soins qui étaient proposés ne correspondaient pas forcément aux attentes des personnes qui étaient à domicile. Il y avait souvent une dichotomie entre eux qui disaient bah, j'aimerais bien que vous veniez peut-être me préparer mon semainier. Et puis, suite à des évaluations, ce qu'on appelle une évaluation RAI, l'infirmière venait en disant, mais écoutez, moi je vous propose 3 douches par semaine. Voilà, ce genre de situation qui faisait qu'effectivement, la patientèle, les bénéficiaires n'étaient pas forcément satisfaits des prestations et des interventions des équipes que nous mettions à disposition. Ensuite, l'autre insatisfaction. Il y a de l'insatisfaction des collaborateurs aussi. Donc, face à ces plaintes aussi patients et à cette impossibilité, en fait, de pouvoir organiser leur tournée, de pouvoir gérer ces plaintes, perdaient aussi tout le sens de leur travail, l'impression d'être que des numéros ou des pions qu'on déplace sur des plannings, sur des tournées. La même chose au niveau des patients, hein, où ils sont saucissonnés en soins parce qu'en Suisse, on a un système de facturation aussi qui se divise en trois ABC. Je vais pas vous donner tous les détails parce qu'on on va passer la soirée sur ce sujet-là. Mais disons que tout ce système, ce fonctionnement mettait à mal les infirmières et elles avaient aucune latitude, aucune responsabilité à part celle des soins, évidemment, mais pour pouvoir changer un peu l'organisation. Parce qu'elles avaient souvent des solutions en tête, mais le système les empêchait en tout cas de revoir un peu l'organisation du travail.
Donc, il y avait une roue des acteurs quand même assez impressionnante dans les systèmes parapublics. Et ben, nous, après, quand on voit aussi le changement au niveau démographique, qui n'est pas juste une musique d'avenir dans laquelle on est en plein dans le vieillissement de la population avec des besoins très grandissants au niveau de la population, c'est vrai qu'on sentait le mur venir quand même assez vite. Et c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, Catherine, on avait des soignants, notamment des infirmières, puisqu'on dirigeait ce qu'on appelait le pool infirmier, et qui disaient, mais nous, on a fait des études et on est des simples exécutantes. On leur donnait une tablette avec un plan de soins qui avait été réfléchi par des gens qui étaient dans des bureaux, qui avaient fait une analyse clinique sans voir les patients. Et il y avait vraiment un inconfort professionnel. Du coup, il y avait un turnover, un absentéisme. Et c'est vrai qu'on parle du fait que les soignants, les infirmières quittent la profession, que ça n'attire pas la jeune génération depuis le Covid. Mais déjà, en 2017-2018, nous avions identifié qu'il y avait déjà cette problématique. C'est vrai elle a été mise en lumière pendant le Covid et elle s'est amplifiée par rapport à ça. Et puis, par rapport au fait aussi que la population, comme tu le dis, vieillit, les hôpitaux sont surchargés. Il n'y a plus forcément assez de place dans les maisons de retraite, ce qu'on appelle les EMS, les longs séjours, et il faut trouver une solution par rapport à ce système de santé qui est malade, et nous espérons en tout cas avoir pu contribuer à notre niveau. Mais il y avait un autre un confort, un autre élément déclenchant, c'est que au vu de tout cela, autant Catherine que moi-même, nous étions vraiment heurtés dans les valeurs professionnelles, parce que comme on vous a dit, nous sommes soignantes à la base. Et c'est vrai que avoir un sentiment d'impuissance et de pas se sentir utile dans ce système de santé où on se dit on va au travail avec la boule au ventre en disant de toute façon mes collaborateurs vont pas être contents et moi je peux rien faire puisque malgré tout ce que je demande au niveau de ma hiérarchie, bah, on n'est pas entendu puisque c'était vraiment des décisions qui venaient d'en haut et on devait les appliquer. Et puis, des bénéficiaires aussi qui sont pas forcément contents, qui appellent pour faire des réclamations. Et là, personnellement, moi, j'ai fait un burn-out. Et c'est vrai que je me suis remise en question en disant, mais c'est moi qui suis au bout du rouleau, je suis plus capable, je suis épuisée, je suis brûlée. Et finalement, on s'est rendu compte que en créant les soins volants, moi, ça a été très thérapeutique et c'était pas moi qui étais complètement euh, pardonnez-moi l'expression fichu, mais c'est le système qui me rendait, qui me mettait à côté de la plaque et je pense qu'il y avait moyen de construire des choses. J'avais encore du potentiel, mais il n'était pas forcément utilisé, il n'était surtout pas le bienvenu. Donc voilà. Oui, moi j'ai senti une usure avec les années, autant au niveau hospitalier, puis après en intégrant les services à domicile. Ben, j'ai été déçue dans un premier temps et puis après, j'ai vraiment senti cette perte de sens au niveau de ma profession et toujours cette impression d'être freinée, en fait, dans la vision que je pouvais avoir, dans les idées. Le système était trop, amenait, je sais pas, des freins, une lenteur. Et finalement, je me sentais pas écoutée dans mes propositions. De changement ou d'amélioration, en tout cas du système. Et puis finalement, on voit, c'est tellement gros que ben, finalement, je peux rien faire à part me muser. J'ai eu le même sentiment que Paquise où je me suis dit, mais là, je suis complètement has-been comme infirmière et puis j'ai plus cette capacité d'adaptation. Alors, je me suis auto-flagellée par rapport à ça et puis ben, j'ai fini par faire aussi un burn-out. Donc, j'ai été vraiment brûlée par, par la profession, mais j'avais quand même toujours cette passion en moi pour prendre soin. J'ai autant prendre soin des patients, c'est quelque chose qui m'a toujours motivée et fait vivre. Et autant j'étais peinée aussi de voir autant de collègues s'épuiser, tomber, changer de profession, quitter. J'étais vraiment très touchée par ça. Et puis je me disais, mais mon Dieu, où est-ce qu'on va aller? Donc voilà. Du coup, nous avons décidé de créer quelque chose. On s'est dit, si finalement le système ne change pas, ben nous, on peut peut-être faire quelque chose et faire évoluer à notre niveau.
mais nous avions quand même des grandes ambitions en disant, bah voilà, on veut quand même changer en tout cas notre environnement de proximité, voire plus. Et donc, nous sommes partis sur les soins volants, sur une innovation organisationnelle. Alors, les soins volants aujourd'hui, comme l'a dit Sandra Berthesen, nous sommes des professionnels de la santé à domicile où notre leitmotiv, c'est l'humain au cœur de ces services. L'inscription au registre du commerce était le 31 juillet 2018 et nous avons commencé notre activité en janvier 2019 puisqu'il fallait vraiment attendre d'avoir les autorisations aussi des services de la santé publique, avoir aussi toute la partie entrepreneuriat, avoir une banque qui nous suive. Donc nous avons débuté cette aventure humaine, mais aussi effectivement d'entrepreneuriat qui existe toujours et qui est là et qui vit au quotidien, mais c'est une belle aventure. Nous avons 125 collaborateurs qui sont répartis sur 12 équipes autogérées. Nous allons vous montrer une cartographie tout à l'heure. Et puis, nous avons 4 coachs d'équipe à temps partiel au service des équipes. Et nous travaillons avec un back-office réduit, c'est 2, équivalent plein temps à Montreux, où c'est le siège. Ici, nous sommes au siège des soins volants. Et le back-office est en soutien aux équipes et les équipes travaillent sur une périphérie d'environ 120 km de distance. Oui, de Sion jusqu'à Lausanne. Voilà, je vais te laisser peut-être. Alors, les équipes, elles se sont créées d'abord à Montreux. Ensuite, on a développé plutôt Vevey. Donc, on a agrandi, si vous voulez, on s'est un peu étendu en partant de Montreux jusque dans les deux extrémités. Et puis, il y a eu d'autres types de développement, et ça, on va pouvoir vous l'expliquer aussi, c'est que les équipes, quand elles atteignent un cadre bien spécifique en termes de nombre, hein, parce qu'on l'objectif, c'est de rester des petites équipes comme une famille. Alors, dès que l'équipe atteint ce maximum, elle split. Donc, on divise, c'est comme une division cellulaire. Donc, on divise le territoire et puis l'équipe se subdivise et à nouveau, elle continue d'évoluer pour se subdiviser à nouveau. Donc, après le développement, si vous voulez, par exemple, sur Montreux, ben, il y a la commune c'est pas une commune, mais c'est Clarens. Oui. Donc, on a créé deux équipes à partir de Montreux. Vevey aussi s'est développé entre Vevey et la Tour de Paix. Donc, c'est un peu comme ça où là, les équipes, elles continuent à se développer et à évoluer. Et puis, on a une équipe qui est plutôt transversale. Donc, c'est l'équipe de santé mentale. Donc, elle couvre pratiquement tout le territoire des soins volants. Et puis, elles vont beaucoup travailler en collaboration avec les équipes somatiques. Donc, actuellement, ce que vous voyez sur la map, c'est les petites maisons, c'est les équipes somatiques. Donc, voilà. Nous sommes en face d'Évian-les-Bains, donc, Oui. et puis au bord du lac Léman, c'est une magnifique région, et voilà. Là, justement, vous avez une photo d'une partie de l'équipe de santé mentale, puisqu'elle a grandi depuis. Et l'idée des soins volants, c'était de créer des soins à domicile autrement. Comment autrement, Catherine? Ben, autrement, donc c'est l'entreprise libérée, hein, c'est de redonner en fait les responsabilités aux équipes. Alors, c'est des petites équipes de 12 personnes maximum. On sent hein, que quand on arrive à 10 personnes, déjà la communication, la cohésion est moins facile. Et puis, on sent qu'à un moment donné, la division va arriver. Et souvent, c'est un moment aussi de soulagement de se retrouver à nouveau en petites équipes. Alors, c'est des équipes qui ont plusieurs responsabilités partagées, que ce soit au niveau organisationnel, RH, leur tournée, le recrutement des nouveaux collaborateurs, mais ça, on pourra aussi On en parlait après. en parler. Et on est vraiment sur une entreprise très, au niveau des soins, on porte l'humain, disons l'humain est au centre de cette organisation-là, au centre de toutes les équipes. Il n'y a pas juste les patients qui sont au centre, comme on entend beaucoup. Les équipes aussi sont au centre de cette organisation. Et puis c'est vrai que la base de notre fonctionnement, c'est de dire nous vous faisons confiance.
vous avez des compétences, vous avez fait des études, vous avez des diplômes, puisqu'on a une majorité de diplômés, on a 80 à 90% de diplômés, ce sont essentiellement des infirmiers, infirmières, ce qu'on appelle des ASCC. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent ailleurs qu'en Suisse, c'est des assistants en soins et santé communautaire qui font 3 ans de formation et des auxiliaires de santé qui arrivent vraiment en dernier. Mais l'idée, c'était aussi de dire, voilà, vous avez une profession que vous avez apprise, vous avez votre diplôme, donc vous savez soigner. Donc nous, on vous met en place l'organisation qui vous permet de soigner, mais vous n'avez pas besoin de nous. On vous fait confiance. Soignez, on vous met en contact direct avec la patientèle, avec les médecins traitants, avec les hôpitaux, le réseau, et vous soignez comme bon vous semble. Réfléchissez ensemble, mettez en exergue l'intelligence collective. Cherchez des solutions, vous avez toute la latitude et si vous avez besoin, nous sommes là. Mais la base, c'est de dire, voilà, nous vous faisons confiance et on sait très bien que si les gens ont choisi de devenir soignants, c'est pas un hasard et il y a aussi cette volonté d'aider l'autre et de soigner, de se rendre utile. Donc, c'est vraiment important de dire que on laisse les gens faire. Et la confiance et la simplicité, c'est vraiment la base. Euh, Comme le diraient nos amis hollandais, souvent les personnes, quand ils se rendent à domicile, ils commencent, aux Pays-Bas, ils disent coffee is the first, c'est-à-dire commençons par prendre un café et puis discutons de vos besoins, de ce que vous avez envie, pourquoi vous avez fait appel à nous, vous nous avez fait confiance, vous nous invitez dans votre chez vous et moi je suis honorée de pouvoir vous aider en tant que soignante. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux apporter dans votre quotidien qui vous permettra d'aller mieux et de vous maintenir à domicile? C'est vraiment arriver avec une humilité et laisser justement cette possibilité aux collaborateurs d'entrer en communication et en lien humain avec les personnes qu'elles accompagnent et ne pas les mettre dans quelque chose où on leur dit, voilà, vous devez aller chez telle personne, vous devez faire tant de temps, tel soin, et déjà avoir une prédisposition rigide qui permet pas d'être naturel au niveau du soin. Je dirais qu'une des choses les plus, en tout cas à mon sens, les plus importantes au départ, c'est de faire un choix d'outils de soins, d'outils d'évaluation des besoins du patient qui n'est pas rigide. On connaissait l'outil RAI qui était composé de, je ne sais plus, 175 questions, qui lève des drapeaux avec des risques et tout. Et là, on est plutôt parti sur un outil d'évaluation des besoins du patient qui permet cette discussion et la mise en place d'un partenariat avec le patient, qui fait appel au jugement clinique, à ce qu'on observe. On est vraiment dans la démarche de soins purs. Et puis, ça permet vraiment d'être dans la discussion. Alors, c'est pas un questionnaire qui va nous amener des résultats qui pointent en disant c'est ça, 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 les besoins. C'est vraiment qu'est-ce que j'observe chez le patient de son environnement et lui, qu'est-ce qu'il veut bien me dire et quels sont à lui ses besoins. Et puis, c'est vraiment d'être dans cet échange, dans un positionnement vraiment d'humain à humain et non pas d'infirmière qui a ses connaissances biopsychosociales et qui est au-dessus du patient qui sait mieux que lui ce que lui a besoin. Alors, on est vraiment, je pense que ça a été la clé pour remettre le patient partenaire dans son maintien à domicile. Alors, évidemment, on vous a parlé de l'inspiration du modèle Buurtzorg aux Pays-Bas. Alors, c'est vrai que nos amis qui ont révolutionné au niveau du Pays-Bas, ils ont été élus 5 fois meilleurs employeurs de l'année. Ils sont à ce jour plus de 15 000 soignants depuis 2006. Ils ont seulement 50 personnes au back-office. Tout le reste, ce sont des personnes qui prestent des soins. Un taux de satisfaction de la patientèle et de collaborateurs qui est très, très élevé. Et surtout, ils ont permis une économicité de 30 à 40% du maintien à domicile aux Pays-Bas. Il y a moins d'absentéisme, un taux de rotation plus faible. Il y a l'entreprise KPMG qui a fait une étude où tout est chiffré et c'est vrai que Buurtzorg est recopié dans, je crois, dans plus de 30 pays
différents. Donc pour nous, c'est vraiment, ça a été une révélation. Nous sommes allés sur place, nous avons des liens privilégiés avec Buurtzorg, Jos de Blok, qui nous a fait l'honneur de venir nous voir à plusieurs reprises. Et c'est vrai que nous en sommes très reconnaissants parce que ça a été vraiment aussi un modèle inspirant. Alors, je ne pourrais pas passer sans faire un hommage à Monsieur Guillaume Alsac, qui a été le cofondateur de Soignons Humains, qui est le siège est dans le nord de la France, du côté de Lille, à Van Brechy. Et c'est vrai que Guillaume Alsac, on l'a rencontré justement lorsque nous étions allés aux Pays-Bas. Il a été notre traducteur puisque les présentations étaient en anglais et nous ne sommes pas parfaitement bilingues en anglais. Et Guillaume, avec ses collègues Mathieu Nochelski et Christelle Léman qui poursuivent l'aventure, ont créé Soignons Humains qui se sont fait labelliser Buurtzorg en France. Et malheureusement, Guillaume est décédé le 4 décembre dernier. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un pour qui nous avions une reconnaissance et une bienveillance. Et voilà, il va nous manquer, mais c'était important aussi de faire cet hommage. Nos valeurs, Ben, donc voilà, c'est vrai qu'au début, quand on réfléchit à se lancer dans l'entrepreneuriat, faire le business plan et répondre aux exigences de la santé publique, on a à se questionner sur nos valeurs. Au début, je sais pas, je pense qu'on avait une quinzaine de valeurs. Et puis petit à petit, à force de réflexion et de discussion, on s'est arrêté avec ces quatre valeurs qui nous sont chères et qui sont nos guides tout au long. C'est vraiment, ça fait partie du cadre aussi qu'on propose aux collaborateurs. Donc, évidemment, l'innovation, on est en plein dedans. Innovation, créativité, donc c'est autant au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise, mais c'est encourager auprès des équipes d'être dans l'innovation et la créativité aussi auprès des patients, ne serait-ce que dans les soins. Quand on est à domicile, on sait comment ça peut être difficile parfois et on doit user vraiment de notre cerveau et de créer des possibilités avec nos patients. Et c'est aussi encourager les collaborateurs à développer des projets qui jugent être aussi un besoin pour la population et qui donnent aussi du sens pour eux. Ensuite, le respect. Donc, le respect, le respect dans tout son sens, à tous les niveaux, c'est le respect du patient, le respect de la différence, le respect de son vécu, c'est le respect aussi entre nous, entre collègues. Donc, c'est vraiment le respect dans toute sa splendeur. L'humour, l'humour, c'est vrai que c'est une valeur pour nous, en tout cas, les trois cofondateurs qu'on était au début. L'humour, ça nous a animés, ça nous a rendus vivants à travers les difficultés qu'on a vécues. Mais l'humour, il n'y a rien de mieux que ça pour accompagner aussi nos patients. On dit toujours que, comme Sandra le disait au début, c'est un outil à mettre dans son sac de soins parce que malgré la maladie, les patients ont aussi besoin d'avoir des sourires et puis de rigoler un peu avec les soignants. Et puis l'autonomie, autant on essaie d'améliorer ou de maintenir l'autonomie de nos patients à domicile, mais l'autonomie est aussi ce qui nous anime aux soins volants. Donc, c'est vraiment de redonner cette responsabilité-là auprès des équipes et de leur donner de donner, en tout cas de leur proposer de développer leur autonomie, en tout cas dans leur fonctionnement et organisation en petite équipe autogérée. et puis moi, je vais poursuivre avec les valeurs. C'est ce qui nous anime au quotidien, autant comme tu disais auprès des patients que au niveau des équipes. Mais avant de pouvoir faire vivre ces valeurs, c'était important de poser tout ce qui est les fondamentaux, on va dire, de l'entreprise libérée et des soins volants.
à savoir que nous prenons et nous valorisons l'intelligence collective, c'est-à-dire que ensemble, on est plus fort, ensemble, on a plus d'idées, ensemble, on nourrit la différence, on ne juge pas la différence. C'est des choses qui sont importantes puisque dans des équipes, dans une société et une structure comme la nôtre, c'est des mini-sociétés, c'est se dire on a des idées différentes, mais mettons-les ensemble pour pouvoir voir comment on peut évoluer tous ensemble. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. C'est vrai que dans une entreprise libérée, étant donné que nous n'avons pas de chef, puisque c'est ce qu'on appelle l'holacratie, quelque chose de très plat, ça nécessite que chaque individu qui participe à l'élaboration d'un groupe doit avoir cette responsabilité individuelle. On dit toujours que l'équipe est au-dessus de l'individu. Il y a beaucoup, beaucoup de liberté, comme vous pouvez voir au niveau des racines de cet arbre. Mais qui dit liberté dit aussi responsabilité individuelle. C'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vient en ayant des besoins de dire moi je peux pas travailler les week-ends, je peux pas travailler le soir, c'est pas possible parce que si cette personne elle dit ça en fonction de ses besoins, qui va faire les soirs, les week-ends? Il faut qu'il y ait une équité, une loyauté et une complémentarité au niveau des équipes. Après, au moment de l'élaboration des plannings, si il y a des personnes qui disent mais moi là je peux pas parce que j'ai un mariage, un baptême ou alors j'ai une contrainte familiale. Ok, là c'est des choses qui peuvent être entendues au sein même de l'équipe. Justement, par rapport à ces libertés, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il est nécessaire d'avoir un cadre d'entreprise et je dirais encore plus que dans une organisation avec une hiérarchie top-down, puisque pour permettre aux gens de pouvoir fonctionner dans une équipe et une entreprise libérée, le cadre doit être très clair afin que les personnes sachent jusqu'à où ils peuvent aller. Donc, c'est des choses qui nous animent effectivement au quotidien, qui nous remettent aussi en question et qui nous permettent d'évoluer. Alors, les équipes autonomes aux soins de volant, comment ça marche? Donc, l'illustration, elle provient du livre de Laloux, Frédéric Laloux. Frédéric Laloux. Et puis, donc, c'est une belle image qui nous montre un peu ce fonctionnement des équipes. Donc, c'est des petites équipes autogérées. Je trouve assez bien de voir, il y a quand même des liens interéquipes qui sont possibles de faire et qu'on essaie de nourrir, hein, parce qu'il y a des compétences partout. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment pouvoir se consulter aussi entre nous, parce qu'on peut avoir une infirmière spécialisée en plaies, soins palliatifs dans différentes équipes, et puis on va valoriser leurs compétences, et puis elles vont pouvoir aider les autres équipes. Mais en général, donc, on retrouve ces petites équipes qui vont avoir à assumer plusieurs tâches qui sont de l'organisation propre de l'équipe, que ce soit au niveau des plannings, du ménage du bureau, l'utilisation des voitures, des soins évidemment auprès des patients. Et puis, tout en bas, vous avez deux personnages qui représentent les coachs. Donc, les coachs, ils sont là, ils ne sont pas intégrés dans les équipes, ils sont autour des équipes, ils ne sont pas au-dessus des équipes, ils sont vraiment là pour assurer le fonctionnement en autogestion de toutes ces petites équipes. De toute façon, on va revoir la fonction du coach Oui. plus tard. Oui. Là, justement, je vais vous décrire quelques tâches essentielles au sein des équipes autogérées. Au niveau des équipes autogérées, les membres des équipes assument le recrutement, l'intégration des nouveaux collaborateurs. Ils assurent l'accueil des étudiants, puisque nous sommes aussi entreprise formatrice, que ce soit au niveau ASCC, des apprentis, des HES. Il s'occupe de la planification, autant au niveau de la planification ressources humaines, mais aussi de la tournée des patients, puisqu'il faut planifier aussi les soins et avoir une certaine dextérité en fonction de la géographie, des besoins et des horaires. Il s'occupe aussi de faire le bilan individuel et collectif entre collègues, puisque comme il n'y a pas de chef et qu'à un moment donné, il faut pouvoir se dire aussi les choses pour savoir où on en est. Et ces bilans se font au sein même de l'équipe. Il y a évidemment aussi du travail administratif en lien avec l'activité.
Il y a le lien avec les assurances maladies, ça c'est vrai que ça prend pas mal de place puisque la facturation des soins se fait directement avec des assurances maladies. C'est vrai qu'il y a pas mal de litiges puisque les assurances souvent contestent le nombre d'heures de soins pour essayer de payer le moins possible. Et nous, on part du principe que qui d'autre que les soignants savent quoi, comment et quel temps ils ont consacré auprès du patient. Donc, c'est à elle-même de justifier auprès des assurances. Là, il y a évidemment aussi les équipes ont des locaux qui partagent en général ces deux équipes pour un local et il n'y a pas de femmes de ménage ou d'entretien. Donc, c'est à eux, comme dans une famille, de s'occuper de l'intendance, de vider les poubelles, d'aller acheter le café, de passer l'aspirateur. Il y a aussi des voitures de service. Ce sont, pour pas citer, c'est des voitures rouges. On les verra à la fin sur une slide. C'est aussi un peu notre Marque de bon, voilà, c'est voilà. ouais, ça fait partie de l'image des soins volants. En tout cas, dans la région, c'est assez fort. Tout le monde Oui. les reconnaît. Et donc, cette gestion des voitures, c'est aux équipes à la faire. La gestion aussi des téléphones pour être accessible parce que nous avons choisi de ne pas avoir une centrale téléphonique. C'est chaque équipe est en lien direct avec le réseau de santé, les médecins traitants. Donc, le médecin, quand il veut appeler une infirmière, il tombe directement sur l'infirmière qui s'occupe du patient qu'il a envoyé. Pareil pour les hôpitaux, et ça évite de devoir chercher quelle personne ou comment. Les tâches sont attribuées de manière volontaire et tournante. C'est vrai qu'on ne va pas imposer une tâche à quelqu'un si elle n'est pas confortable avec ça. Et l'idée aussi, c'est que ces tâches soient tournantes pour pas que quelqu'un s'installe dans un rôle et du coup, on peut avoir une déviance ou alors le fait aussi qu'il y ait comment Une une appropriation du appropriation rôle. du rôle. Voilà, tout à fait. Voilà, voilà. Le triangle d'or des soins volants, donc c'est vrai que ça fait aussi, on s'est inspiré de soignants humains pour développer notre triangle d'or. Alors c'est déjà, on voit ce qui est en rouge, le cadre, c'est tout ce qui est loi sur le travail, le cadre institutionnel, nos valeurs, la convention collective de travail. Donc c'est déjà un cadre où on doit former les équipes à bien comprendre les règles par rapport à la planification RH et ça, c'est un exemple. Alors, il y a déjà ce premier cadre-là et à l'intérieur du cadre, nous avons le triangle d'or avec trois buts à atteindre, en tout cas trois objectifs au niveau des équipes. C'est déjà la satisfaction et et l'équilibre des équipes. Donc, retrouver le sens au travail, être bien entre collègues, être satisfait au niveau de son travail et retrouver cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, on est vraiment sur une satisfaction au niveau des collaborateurs. Tout en haut, on a la satisfaction des patients et la qualité des soins. Donc, ça, c'est aussi un incontournable. On a des organes de contrôle qui viennent voir aussi. Et ça nous tient à cœur d'être vraiment sur une qualité au top pour les patients et que les patients soient aussi satisfaits des soins qu'ils reçoivent. Et puis, évidemment, l'incontournable, on ne peut pas faire ça, c'est l'équilibre financier des équipes. Donc, il y a des objectifs au niveau finance qui permettent de sortir les salaires de tout le monde, de payer les voitures, de payer les locaux et le matériel de protection. Donc, évidemment, ça, c'est trois objectifs à atteindre et c'est ce qui va nous guider au niveau des équipes. C'est ce qui guide les équipes dans leur organisation et puis nous dans le soutien dont ils ont besoin. Et c'est vrai que pour compléter ce que dit Catherine, on se rend compte que quand les soignants arrivent chez nous, bah, la partie finance, c'est quelque chose souvent où, à part dire on n'a pas assez de sous, on ne peut pas recruter, on ne peut pas vous donner les moyens, dans les structures de soins, on n'explique pas le pourquoi du comment. Et le fait d'expliquer comment ça fonctionne, ce qu'on fait de l'argent et que le but, c'est pas de s'enrichir, mais d'avoir cet équilibre qui permet les vases communicantes entre les entrées et les sorties, et aussi de valoriser le travail des soignants. On se rend compte que, en tout cas, les soignants, les infirmières, les ASCC, elles ont tendance à faire des choses sans se dire que c'est du temps
qui peuvent et doivent être facturés à l'assurance. Rien que par exemple le fait de faire un appel téléphonique pour changer un traitement, pour donner des nouvelles du patient au médecin, elles le font entre deux, des fois en kit main libre, entre deux patients quand elles conduisent. Et pour elles, voilà, on a vite fait ça, c'est pas du travail. Alors que quand on leur dit, mais attendez, si un plombier se déplace pour faire un devis chez vous, est-ce qu'il repart sans faire une facture? Donc, c'est vraiment dire qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à valoriser votre travail et qu'est-ce qui fait que un soignant ne peut pas être reconnu au même titre que n'importe quel autre travailleur de cette société. Donc, c'est leur apprendre à valoriser leur travail et dire que le travail, c'est des compétences, c'est du temps, mais c'est des choses aussi qui doivent être financées et que ça leur permet après d'avoir de meilleures conditions ou si on arrive à mieux s'en sortir, on va leur offrir de la formation continue, on va leur donner effectivement changer l'ameublement, changer peut-être le parc informatique avec des ordinateurs plus fiables, enfin plus rapides, Performant. performants. Voilà, donc on se rend compte que cette partie financière, c'est important d'expliquer. Et pour la petite histoire, c'est vrai que dans ma longue carrière de manager top-down, j'ai toujours eu des difficultés où je devais quémander pour dire, mais écoutez, s'il vous plaît, donnez-nous plus de ressources, les soignants sont à bout de souffle, il faudrait qu'on recrute davantage. Et je pensais qu'en créant une organisation libérée où c'est les soignants qui décident de recruter, j'aurais plus de problème, mais maintenant j'ai le problème inverse et je dois presque supplier aux équipes de recruter en leur disant, mais attendez, vous allez être malade, là, il faudrait prendre plus de ressources, mais ils ont une telle responsabilité qu'ils disent, non, mais attends, on ne sait pas si on va pouvoir remplir nos plannings, donc on préfère être sûr parce qu'on a peut-être des gens qui vont être placés. Donc ça fait toujours sourire quand je dis, mais je suis une directrice brimée par mon personnel qui veut pas recruter, donc ça devient presque humoristique, mais c'est du vécu, donc voilà. C'est vrai que quand on arrive aux soins volants, il y a une prise de conscience par rapport à ce fonctionnement, à ses finances. On est assez transparent par rapport à ça et dans les objectifs qui sont fixés auprès des équipes. Et puis, même moi, au départ, qui a beaucoup travaillé en milieu hospitalier, on a du matériel à profusion, on n'est pas toujours dans l'efficience. Parfois, on est surmené, mais on n'a pas conscience, en fait, de tout ce qu'il y a aussi derrière. Et pour moi, c'est très important, même avec les étudiants qui arrivent aux soins volants, j'en parle. Je leur explique comment ça fonctionne, le système, et puis c'est super important. On a vu aussi que dans l'autogestion, ça nécessite de développer aussi beaucoup de compétences qu'on n'a pas nécessairement quand on sort de l'école. On a fait un calcul, mais après, c'est un peu entre 20 et 30 compétences à développer pour arriver à travailler en autogestion. Et puis, ça passe par de la formation, de l'information, et vraiment, il y a une prise de conscience, puis c'est qu'à partir de là où on a des gens qui vont se responsabiliser par rapport à ce qu'on leur donne comme information. Alors là, on va partir sur la définition et le rôle coach. Je vais te laisser parler puisque Oui. tu... Donc, le rôle du coach aux soins volants a beaucoup évolué depuis le début. Mais on est des facilitateurs au sein des équipes. On est là pour les valoriser et puis pour favoriser justement ces réflexions en équipe pour arriver vers ce qu'on appelle l'intelligence collective et puis d'être vraiment force de solution, d'amener les équipes à être force de solution parce que c'est pas nécessairement le coach qui arrive avec des solutions. On essaie que ça vienne vraiment de l'équipe qui va exposer une problématique. On est au service des équipes, on est là pour les accompagner dans leur fonctionnement, on est là pour les former. Dès qu'il y a des difficultés, ils peuvent faire appel à nous, un peu comme des consultants, mais c'est vraiment les équipes qui vont faire appel à nous. On propose des rencontres donc en individuel ou en équipe. Alors, en fonction des problématiques ou des fonctionnements, on peut avoir des moments de coaching individuel ou d'autres moments plus du team building et puis de l'animation en cas de colloque d'équipe. On est là aussi pour être médiateur en cas de conflit. Je dirais que
l'essentiel est de travailler la communication, des bons comme des mauvais, des bons commentaires comme des moins bons commentaires qu'on peut avoir envers nos collègues. Alors, parfois, on essaie de travailler sur la prévention, mais c'est pas facile. Donc, on peut être amené à faire un peu de médiation en cas de conflit. Aussi, c'est assez délicat dans ces moments-là, si on doit faire du coaching individuel pour garder toute notre objectivité et neutralité de coach d'équipe. On peut faire appel à un coach d'une autre équipe pour venir faire du coaching en individuel. Ça se discute entre les coachs. Transmettre l'agilité et la capacité de réfléchir et de décider en équipe. Donc, c'est vraiment d'amener les équipes à être dans la flexibilité, dans cette réflexion et d'être vraiment agile au fur et à mesure où, quand il y a des situations je sais pas, je vous donne un exemple au niveau clinique, on a un patient tout d'un coup qui va se péjorer au niveau de son état général, peut-être être amené à un accompagnement de fin de vie aussi à domicile. Ça demande de l'agilité. On doit ajouter des rendez-vous, des passages. Alors, c'est vraiment ce qu'on va demander au niveau des équipes, d'être agiles et d'être, qui vont s'adapter plus facilement. On guide aussi les équipes que leur colloque soit agréable et efficace. Alors, j'ai eu affaire parfois à des équipes qui faisaient des colloques toutes les semaines, 4 heures de colloques avec aucune décision qui était prise ni rien de changement à la fin des colloques. Ils étaient très frustrés de ça. Alors, on est là aussi pour leur apprendre à organiser un colloque. On est là pour les aider aussi à prendre des décisions. Comment on prend des décisions en équipe? Est-ce qu'on cherche l'absolu consensus tant souhaité ou on peut prendre des décisions de manière plutôt en consentement? Alors, on est là vraiment pour les guider, pour qu'ils aient des colloques qui soient efficaces, agréables. Alors, il y a certaines équipes où ils font un colloque par mois pour faire leur planning, pour parler des soucis organisationnels et ils finissent leur colloque avec un apéro. Et ça, c'est super parce que ça valorise en tout cas la cohésion d'équipe. L'analyse des problématiques, alors ça, c'est une autre partie qui est très importante au niveau du rôle du coach, c'est que parfois, dans les tableaux de bord, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui ont des problèmes dans l'atteinte du triangle d'or. Alors, que ce soit au niveau des chiffres, que ce soit au niveau de la satisfaction des patients ou au niveau de la satisfaction des collaborateurs, le coach doit essayer de développer des hypothèses et essayer de comprendre d'où vient cette problématique. Et à ce moment-là, quand il n'y a pas d'atteinte d'objectif au niveau des équipes, on n'attend pas qu'ils nous appellent, on va s'inviter à leur colloque. Et là, on va aller discuter, on va essayer de chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs. Et puis, on est là vraiment pour être euh, pas seulement motivateur, mais on essaie d'amener des pistes pour les équipes. Alors moi, je vais vous parler du rôle du back-office. Donc le back-office qui est réduit, hein, comme je vous ai dit, j'aime pas le mot diriger puisqu'on dirige pas les gens, mais on est au service des collaborateurs avec, comme je disais, 2,9 équivalents plein temps. Nous avons une responsable ressources humaines, une comptable, nous avons une assistante de bureau et un informaticien. Moi en soutien au niveau de la stratégie. Mais voilà, notre objectif au back-office, c'est d'être au service des équipes dans le but de les aider dans leur mission de soignant. Et il faut leur enlever toute la partie, je dirais, là, on peut parler de lean management, puisqu'on enlève tout ce qui est inutile, on ne se noie pas dans des processus que personne va lire, on va vraiment à l'essentiel. Donc, comptabilité, facturation, salaire, service RH, le support administratif, tout ce qui est informatique et pour tout ce qui est gestion du parc immobilier, de la flotte véhicule. Alors, les véhicules, une fois qu'ils les ont sur place, c'est eux qui s'en occupent, mais évidemment, pour faire des leasing, pour commander, pour signer les contrats, faire les démarches auprès de la banque, faire les contrats de travail, les certificats de salaire, tout ça, c'est fait au niveau du back-office.
L'outil informatique, donc c'était inévitable. On devait avoir un outil informatique qui pouvait répondre aux besoins des équipes en autogestion. Euh, les logiciels qui étaient déjà développés sur le marché, utilisés par plusieurs organisations de soins à domicile, ne répondaient pas aux besoins que nous, en tout cas, on avait identifiés en autogestion. Alors, c'est euh, d'avoir dans un même outil tout le nécessaire pour faciliter l'autogestion. Donc, c'est autant la gestion des dossiers patients, donc c'est tous les dossiers cliniques, les évaluations des besoins des patients, les rendez-vous, la planification continue et d'avoir dans ce même logiciel la possibilité de travailler sur notre planification RH. Ce qui fait que quand on est dans la création des tournées de notre équipe, c'est très facilité et c'est un outil très ergonomique qui demande peu de clics et peu de formation pour être capable de l'utiliser. Je pense que je pourrais vous donner un accès et puis vous passez à peu près une demi-heure, une heure et vous êtes déjà capable d'ouvrir un dossier et de suivre les dossiers des patients de votre équipe. Donc, c'est un outil évolutif adaptable. Donc, en fonction, alors il a évolué hein, depuis le début des soins volants. On a eu l'occasion de rencontrer les développeurs informatiques de l'entreprise Humanova qui sont à Genève. Et c'est avec eux qu'on continue à faire évoluer l'outil informatique en fonction des utilisations et des besoins des soignants et des bénéficiaires. Donc, c'est développé par des soignants pour des soignants. Voilà, une formule gagnante. Alors là, on vous a mis quelques exemples de tableaux de bord accessibles par tous les soignants de toutes les équipes. Alors, on ne met pas les équipes en compétition, mais ça leur permet effectivement, s'il y a une équipe qui a des lacunes, de voir comment on peut faire une autre équipe limitrophe. Et ils peuvent avoir accès sur le premier tableau, l'évolution par type de soins, puisqu'on vous a parlé des soins A, B, C, c'est ce qu'on appelle l'évaluation, les soins médico-techniques délégués, et puis tout ce qui est soins de base. Après, il y a la courbe en bas où, selon le nombre d'équivalents plein temps qu'il y a dans une équipe et le nombre de patients, il devrait arriver à un tel taux de facturation, donc l'objectif qui est en rouge, et puis l'évolution de l'équipe en elle-même. Et on dit de manière un petit peu équitable que une équipe, pour qu'elle soit à l'équilibre, on devrait être autour des 60% de temps facturable et le 40%, c'est pour tout ce qui est organisation et autogestion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on part sur l'autogestion en entreprise libérée, il faut donner le temps aux personnes pour pouvoir s'autogérer. Donc, le temps qui aurait été pris par des managers ou des chefs, eh ben, ce temps est transféré à l'équipe, sinon ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, on peut pas. L'idée, c'est pas d'annuler des postes et faire des économies. Ces moyens-là, il faut vraiment les donner aux équipes pour pouvoir fonctionner en autogestion. Alors, les bénéfices pour les salariés des soins volants, l'organisation, tu veux que je le fasse? Oui. Alors, les bénéfices que nous avons constatés au niveau de nos collaborateurs, c'est que le 100% disent qu'ils ont retrouvé du sens et de la motivation. C'est vrai que parfois, on a eu des personnes qui disaient, bah voilà, moi, je suis en train de décider de quitter la profession soignante, je n'en peux plus, mais j'ai entendu parler de votre modèle et vous êtes ma dernière chance. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à sauver tous les soignants qui voulaient quitter la profession. Il y en a certains, malgré tout, qui ont quitté, mais ils expriment le fait qu'ils ont retrouvé du sens et de la motivation. Ils expriment aussi le fait qu'ils ont une autonomie, une liberté d'exprimer leur créativité. On leur laisse cette latitude et ils la trouvent avec aisance. Ils expriment aussi le fait qu'il y a un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée, puisqu'ils sont maîtres de l'organisation, du planning et de comment ça se met en place. Je mettrai un bémol, puisqu'on verra
dans une autre slide aussi que parfois il y a un surinvestissement et ça, on doit faire attention sur des gens qui sont tellement contents qu'on leur donne la confiance et cette possibilité de s'épanouir professionnellement qu'ils ont du mal à s'arrêter. Et là, on peut retrouver un déséquilibre de surinvestissement. Les horaires sont souples et les choix des congés de travail en équipe. Et c'est vrai qu'il y a une communication qui est améliorée avec les patients, entre collègues, au niveau du réseau de santé. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Des bénéfices pour les soins volants. Donc, effectivement, on est dans une organisation où les collaborateurs sont vraiment impliqués, vraiment motivés. Et justement, cette créativité où on les amène aussi à développer des projets, c'est animant et il y a le retour du sens au travail vraiment qu'on sent. Donc, c'est bien en fait de voir des collaborateurs motivés et engagés. Une responsabilité partagée, je dirais que cette responsabilité qu'on a en termes financiers, en termes de qualité des soins, on sent que c'est pas juste sur nos épaules, c'est pas juste sur les épaules de la directrice ou de la responsable des soins, c'est une responsabilité qui est partagée. Notamment, on a vu un organe de contrôle arriver, débarquer un matin. On n'est pas informé, hein, faut être nickel tout de suite. Et puis, on a vu vraiment toute cette implication au niveau des équipes et ça a été haut la main. On a été bien noté dans notre contrôle. Donc, c'était vraiment super de voir aussi tous les collègues disaient, ouais, comment ça s'est passé? Et puis, donc, ça a vraiment été super. C'est là qu'on voit vraiment l'engagement des collaborateurs et c'est au bénéfice vraiment aussi des soins volants. L'attractivité des talents et la fidélisation. Donc, on y travaille, hein, la fidélisation, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça attire beaucoup aussi les talents. Donc, on a tous les jours dans notre boîte mail recrutement des dossiers de candidature. Aujourd'hui, on a confirmé l'engagement d'une jeune infirmière nouvellement diplômée qui était venue faire des stages. Même il y en avait deux dans la même équipe. Elles avaient envie de revenir dans leur lieu de stage où elles avaient vraiment aimé ce travail en petite équipe et puis ses responsabilités. Et la fidélisation, ben, aujourd'hui, c'est en décembre, on a fêté les jubilés des 5 ans. Les Et jubilés. c'est comment déjà, Il y avait 11 personnes sur les 30 premiers de la première année qui sont toujours là et ça fait plaisir. Ça fait quand même plus de 35%. Donc, je crois que on peut se Oui. féliciter de cette fidélité. Un collectif plus affirmé, donc évidemment, on a une bonne image, en tout cas dans le réseau de la santé, et puis donc ça, c'est bien pour les soins volants. Donc, le recrutement de nouveaux patients maintenant se fait par lui-même, hein. Les patients donnent des bons commentaires sur nous, entre voisins, les familles, le réseau, alors... donc, on est vraiment bien installé dans le réseau. Vivier de compétences hautement spécialisées. Donc, c'est vrai que ça donne envie aussi aux infirmières spécialisées de venir travailler aux soins volants en sachant qu'elles peuvent aussi mettre à contribution leurs compétences. Et puis même en lien avec leurs compétences, elles sont amenées à développer aussi une patientèle ou un réseau où elles vont pouvoir mettre en valeur et mettre en pratique leurs compétences. Donc ça, on a des infirmières, je le disais un peu plus tôt, plein cicatrisation, soins volants, on a des infirmières qui proviennent de milieux plus techniques aussi, des soins intensifs. Je ne vais pas tout énumérer, mais c'est vrai que ça attire aussi les hautes compétences. Développement de soins et services personnalisés. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Alors, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on a dit par rapport au fait qu'il y a une écoute active des besoins de la personne et c'est pas l'infirmière, le soignant qui vient en disant, voilà, moi j'ai la connaissance biopsychosociale, je sais ce qui est bon pour vous, mais c'est vraiment ce développement de soins en fonction de réels besoins de la personne et C'est le partenariat. voilà, C'est c'est le le partenariat. partenariat avec le patient et la famille.
Alors, nous avons quand même des défis en lien avec l'autogestion. Il ne faut pas croire que Pas toujours facile. voilà, on va pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que il y a aussi des difficultés. Il y a le risque d'avoir une situation désorganisée. C'est vrai que je dirais que le 100% des gens qui se présentent chez nous sont intéressés de travailler en autogestion, mais parfois, bah, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Pour faire référence à Isaac Gates que Sandra avait nommé. Il dit que 5 à 10% des travailleurs ne sont pas faits pour travailler dans une entreprise libérée. Et c'est vrai que nous, on a eu mis sous tutelle certaines équipes, c'est-à-dire que là, on se met en mode dégradé en disant, voilà, on reprend le leadership, on ne vous met pas de côté, vous continuez avec nous à réfléchir, mais au niveau décisionnel, bah, on va quand même un petit peu être plus positionné parce que là, sinon l'équipe va complètement s'écrouler. Comme je le disais aussi par rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, on remarque aussi que il y a des collaborateurs qui sont vraiment tellement reconnaissants qu'on leur fasse confiance, qu'on leur dise mais fais, ils veulent pas nous décevoir et ils sont tellement impliqués que parfois on peut sentir qu'il y a du stress par rapport à cette implication et c'est leur dire mais tu as le droit aussi de lever le pied quand tu es en congé, tu n'es pas obligé de répondre aux messages, tes collègues assument et c'est les aider à travers le coaching. Il y a aussi la difficulté, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, parce que c'est vrai que le stress en lien avec une grande implication, pour nous, c'est un facteur de risque qu'on voit qui est plus important au niveau de l'entreprise libérée, en tout cas aux soins volants. Et puis, il y a ceux qui disent qu'ils ne veulent pas nous décevoir, mais il y a aussi ce devoir envers sa propre équipe, cette culpabilité aussi des fois de ne pas être en pleine santé pour pouvoir venir travailler et l'impact que ça va avoir sur le fonctionnement de sa propre équipe. Donc ça aussi, c'est vraiment le sentiment de culpabilité des fois qui fait que il y a certaines personnes en tout cas qui vont s'impliquer davantage et il peut y avoir un déséquilibre enfin à cause de ça. Nous avons aussi cette difficulté d'adaptation pour certains collaborateurs. C'est vrai que, notamment, on a remarqué souvent des personnes qui sont très expérimentées et qui changent d'environnement. Là, la difficulté, c'est de désapprendre. C'est se dire, voilà, il y a des réflexes qui viennent. L'exemple que je peux donner, c'est une équipe où nous avons eu 5 infirmières qui sont venues d'une organisation de soins avec 25 ans de carrière. Elles sont venues en disant, nous, on ne s'y retrouve plus dans notre organisation, on ne trouve plus de sens, on ne trouve plus vraiment la motivation et on aimerait travailler avec vous. Et finalement, on s'est rendu compte que le pourquoi elles avaient quitté l'organisation, elles étaient depuis 25 ans, elles avaient reproduit les mêmes dérives et ça marchait pas. Par exemple, avoir des jours fixes de travail, mettre des références infirmières alors que c'est vraiment un esprit d'équipe. Et à un moment donné, on les a questionnés, on leur a dit, mais pourquoi vous aviez quitté? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, c'est vraiment désapprendre pour pouvoir réapprendre. Et ça, c'est important aussi d'accompagner. Il y a aussi le risque d'individualisme au détriment de l'organisation. Il faut vraiment identifier les gens qui se mettent dans un coin et puis qui laissent les autres décider. Et puis quand il faut proposer les jours de congé qui leur conviennent, ils sont les premiers. Donc là, c'est vraiment un travail collectif et c'est important que tout le monde participe. Il y a aussi une évolution hiérarchique limitée. C'est vrai que si les gens viennent ici en disant, bah voilà, moi je veux progresser, la progression, c'est vraiment au niveau clinique et au niveau de cette autogestion, mais on ne devient pas chef au soin volant. Et puis, un défi que nous avons eu, c'est les financements ne sont pas toujours adaptés au modèle d'entreprise que nous avons et c'est trouver l'équilibre financier qui n'est pas toujours aisé. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Je vous avais parlé des voitures rouges. Ben voilà, là, c'est l'équipe de montée qui est notre équipe en vallée. Et maintenant, nous allons être à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Pakis. Merci beaucoup, Catherine. C'était absolument passionnant. Alors, vous voyez, il y a des bravos là qui commencent à s'animer. Je vais résumer un peu votre propos, hein, finalement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que
Vous avez réussi à développer un service où il n'y a plus de cadre, où les équipes ont appris à s'emparer des outils du management pour gérer elles-mêmes leur propre activité, que vous, en tant que dirigeante, vous les soutenez plutôt que vous ne les contrôlez, et que finalement, vous mettez en place la plupart des principes qui ont été mis en lumière il y a déjà une bonne quinzaine d'années par Isaac Getz dans son ouvrage sur l'entreprise libérée, hein. Il est l'inventeur en quelque sorte de ce terme, qui consiste à favoriser la confiance réciproque pour une plus grande autonomie laissée à chacun, ce qui permet de développer les responsabilités individuelles et donc d'assurer un certain nombre de prises de décision. Mais vous l'avez dit, ça n'est pas sans risque, hein. C'est ce que vous aviez Mm. voilà, signalé là juste à la fin de votre propos. Mais le tout est vraiment hyper encourageant parce que quand on voit la progression, vous n'avez pas beaucoup insisté là-dessus, mais vous avez une progression extrêmement rapide de votre activité parce que ça a eu énormément d'écho, ça a plu, on en a beaucoup parlé en Suisse. Donc, vous attirez un certain nombre de salariés, ça redonne envie de travailler, vous, ça donne envie de rester dans les soins. Donc, c'est un immense succès en dépit des défis à relever, bien sûr. Alors, bravo, bien sûr, on ne peut que vous applaudir. Alors, Merci. alors, évidemment, il y a des questions, il y a des questions. Il y en a déjà au moins deux. J'en vois Voilà, déjà au moins j'arrête deux. le partage, Sandra, Oui, c'est oui, bien ça? sûr, oui. Voilà. Et Comme puis, ça, on pourra vous voir, voilà. 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 Donc, il y a, il y a énormément de questions. J'en ai moi aussi, j'en ai noté beaucoup. On va, on va prendre les questions qui sont ici. La première, qui est très importante, c'est celle des établissements. Pensez-vous que ce modèle, qui est essentiellement dans notre secteur, hein, présent dans les soins à domicile, est-ce qu'on peut retrouver cette forme d'équipe autogérée dans des établissements, dans des établissements hospitaliers, dans des EHPAD, des maisons de retraite? Est-ce que, selon vous, ce modèle-là est possible en établissement? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent lorsque j'interviens dans des présentations lors de cours donnés à l'université. Et c'est vrai que, ou alors quand on me demande si c'est possible de le faire dans des grands établissements comme les centres hospitaliers universitaires. Alors, c'est sûr que quand il y a des gros bateaux comme ces centres, que ce soit sur Genève ou sur Lausanne, et il y a aussi beaucoup de centres hospitaliers universitaires en France, c'est sûr que on va pas pouvoir transformer une grosse structure en un claquement de doigts. Moi, ce que je recommande, c'est que il faut y aller à petits pas et par petits services. C'est vraiment aller. Et là, c'est vrai que j'avais l'occasion d'échanger avec une directrice de département du CHU sur Lausanne, qui disait qu'elle, elle avait déjà commencé justement au niveau de la délégation et le fait que les plannings ressources humaines puissent être faits par les collaborateurs au sein des services. Et elle dit que depuis qu'elle a instauré ça, que c'était un soulagement pour les cadres de proximité, parce qu'avant, c'était vraiment un défi au quotidien de devoir remplacer les absences, les maladies, l'insatisfaction des collaborateurs qui voulaient tel jour congé et que ça n'avait pas pu être honoré. Donc moi, je suis convaincue qu'on peut le faire, mais il faut y aller évidemment par petits bouts et ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup. Il y a une question aussi, merci beaucoup, hein, il y a une question aussi s'agissant de la file active. Est-ce que le modèle que vous avez proposé a eu une incidence sur les patients que vous prenez en soin? Ben, oui, fondamentalement, les patients, ils sont pris en charge de manière globale. Donc, l'infirmière, c'est pour ça qu'on a fait aussi ce choix d'avoir des infirmières dans les équipes parce que les infirmières peuvent tout faire. Donc, elles sont revenues à des soins globaux. Elles font les soins les plus techniques comme les soins de base d'hygiène pour les patients. C'est elles qui font les évaluations, elles font les planifications. Donc, ça change parce que
les patients, ils n'ont pas, pour leurs soins dans une journée, plusieurs soignants différents. Et comme c'est les infirmières qui sont le plus au clair avec leur géographie, leur tournée, leur temps de soins, elles arrivent à mieux répondre aux besoins planning, horaire aussi des patients et des familles. Et merci beaucoup. Et est-ce que vous diriez, Catherine, que votre, ou Pakis, que les patients que vous accompagnez sont plus ou moins lourds, ont des problématiques plus ou moins complexes que celles qui sont prises en charge par d'autres services à domicile? Ben, il y a eu quelques patients qu'on a dû reprendre des services connus, publics, parapublics, parce qu'on était beaucoup plus au niveau infirmier. Alors, c'était plus simple, mais je dis pas qu'ils peuvent pas prendre des situations complexes, mais disons que parfois, on a pu soulager aussi les services parapublics pour certains types de patients, type hospitalisation à domicile aussi, hein. On n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai que comme on est principalement des infirmières, c'est plus facile de mettre en place des gestions plus complexes. Et le fait qu'on puisse mieux, je ne veux pas dire mieux, on puisse gérer des situations complexes parce qu'on est beaucoup d'infirmières, parfois ça va éviter des hospitalisations. Et comme on est des petites équipes, on est plus au clair avec nos patients, on voit venir les problèmes cliniques un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas de transmission d'une auxiliaire de santé vers une infirmière ou et le patient est tout de suite évalué, même à travers une douche. On est toujours en train de faire de l'évaluation clinique même si on ne peut pas le facturer. Donc, on est toujours en train, on peut pas se, je le dis souvent de cette manière-là, mais ça me tient à cœur, je le répète. Euh, on ne peut pas diviser notre cerveau en fonction de la facturation. On est des infirmières à part entière. On a une vision globale de nos patients. On anticipe, on fait de la prévention et puis on essaie en tout cas d'éviter des complications chez nos patients. Et quand nos patients demandent à rester à domicile, de ne pas aller à l'hôpital en fonction du projet thérapeutique, ben, on peut intervenir, je pense, de manière un peu plus soutenue. Après, évidemment, si ça arrive des fois aussi qu'on est à la gorge, hein, on est surchargé en termes d'heures de soins, on demande aux équipes limitrophes de venir nous aider. Ça, c'est des liens inter-équipes. Et puis, si vraiment on ne peut pas, là, à ce moment-là, on va aussi mettre les limites. Justement, justement, par rapport à cela, il y a une question intéressante en lien avec la facturation. Il y a une question, je la reformule brièvement. Comment faites-vous pour articuler à la fois les exigences d'une tutelle et ses pratiques en matière de financement, et vous, vos propres critères qualité et toutes les exigences qualité que vous mettez en place hein, pour assurer les soins de vos patients? Comment est-ce que le temps, vous arrivez à le gérer de manière suffisamment équilibrée pour que la facturation soit en adéquation avec les ressources que vous mobilisez? C'est difficile et c'est vrai que nous avions espoir que au niveau du système suisse, on puisse être entendu à l'instar de nos amis hollandais où eux, je crois, la deuxième année, très vite, les assurances ont compris que le modèle permettait de soigner des personnes à domicile de manière globale et puis éviter des hospitalisations, permettait aux gens de sortir de l'hôpital plus vite et donc permettait cette économicité. Mais pour cela, ils ont accepté de changer parce que aux Pays-Bas, alors c'est assez drôle parce qu'il y a 25 ans en arrière, ils étaient venus prendre le modèle helvétique. Et finalement, avec ce modèle proposé par Jos de Blok et Buurtzorg, ils sont partis à la tarification
notification à l'heure. C'est ce que Soigneux Humain est en train de mettre en place aussi avec l'article 51 en France, où ils sont, je crois, aux Pays-Bas à 70 euros de l'heure. Nous, malheureusement, on doit toujours faire des comptes d'apothicaire où on demande à l'infirmière en disant, mais quand tu es allé chez le patient, tu as fait combien de minutes de A d'évaluation qui est facturé différemment que le B. Le B, alors, c'est l'injection, c'est l'insuline, c'est la préparation du semainier. Ah, puis j'ai fait les bas de contention, et puis j'ai aidé madame à laver le dos. Alors là, c'est des soins de base et c'est facturé moins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Nous sommes en cours de projet avec l'Office fédéral de la santé publique, avec des autres écoles, école La Source et puis les écoles de gestion, où on essaie de faire des propositions de recherche pour montrer que notre modèle, même s'il peut sembler être plus onéreux, parce qu'évidemment, en ayant 80% de diplômés, bah, on dit, mais pourquoi envoyer une infirmière faire une toilette? Ça n'a pas de sens. Une auxiliaire, ça coûtera moins cher. Et puis, voilà. Alors qu'effectivement, comme l'a bien décrit Catherine, l'observance clinique globale que l'infirmière fait lors de soins de base, ça permet effectivement de voir si une personne est déshydratée, s'il y a un problème de phlébite, s'il n'y a pas des problèmes de risque de chute et plein d'autres possibilités. Le challenge financier, on l'a mis, on n'a pas voulu trop insister pour pas effrayer, mais c'est vrai que c'est un challenge qui est au quotidien. Mais nous ne voulons pas renoncer à notre modèle parce que nous, comme on dit, nous avons créé des soins volants pas parce que nous avions une fibre entrepreneuriale, je dirais c'est parce que nous sommes convaincus que ce modèle va faire du bien et fait du bien à la société, autant à la population qu'aux collaborateurs, et on veut vraiment, nous sommes déterminés à le faire reconnaître. Merci beaucoup. Alors, on a une question autour du stress. Alors, on va l'étendre à toute forme de stress, hein. Le stress des soignants qui accompagnent des personnes qui sont extrêmement souffrantes, parfois en fin de vie. C'est extrêmement difficile d'un point de vue émotionnel, dans la durée, de supporter ce type de situation. Donc, comment faites-vous pour aider, pour soutenir vos équipes dans ces cas-là? Qui intervient? Est-ce que c'est l'équipe qui s'organise par le principe de l'entraide et le soutien? Est-ce que le coach intervient? Est-ce que vous-même vous intervenez? Et dans la même lignée, le stress lié aussi à la euh, prise de responsabilité. Le stress est lié à ces activités de gestion qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude d'assurer auparavant. Comment est-ce qu'on fait pour aider les collaborateurs à dépasser ce stress pour continuer de les mettre en confiance et éviter qu'ils ne partent des soins volants? Oui. En ce qui concerne les situations cliniques plus complexes, plus lourdes, que ce soit au niveau émotionnel ou même physiquement, quand il y a une péjoration de l'état général d'un patient qui va nécessiter une réorganisation au niveau des plannings et tout, évidemment, les coachs sont là aussi pour soutenir les équipes. Si on doit intervenir, que ce soit auprès des équipes pour du soutien, on est là. Souvent, il y a un énorme soutien aussi au sein même de l'équipe qui permet justement de pouvoir ventiler un peu quand il y a des problématiques. Et pour ma part, en ce qui me concerne, moi, je suis l'infirmière qui est spécialisée dans les soins palliatifs, mais j'ai aussi cette casquette de responsable des soins où je peux intervenir aussi auprès des équipes pour faire une analyse plus systémique des situations et puis essayer de trouver des interventions qui vont à la fois soulager l'équipe et trouver des alternatives en cas de soins au niveau des patients. C'est sûr que quand on voit que les limites sont dépassées en termes de prise en charge et que l'équipe est en souffrance, nous, on a la responsabilité, autant Paquise et puis moi, de s'assurer de la sécurité et de la santé des collaborateurs. Donc, à ce moment-là, on va volontiers mettre la casquette de responsable pour intervenir dans des situations comme ça. Après, c'est sûr que
L'autogestion amène son lot aussi de stress auprès des collaborateurs. Ils doivent gérer aussi les arrêts de travail dans leur équipe. Mais c'est là où, dès que le coach va identifier ou qu'on on est interpellé par une équipe qui vit une pression par rapport à leur fonctionnement, là, c'est tout le back-office qui va être en support. Et puis par rapport aux situations complexes, nous avons aussi des personnes qui travaillent en collaboration avec nous. Les équipes Les mobiles, équipes mobiles, on oui. fait appel à des personnes externes qui viennent en soutien et qui sont des personnes ressources. On a des partenaires de l'extérieur qu'on fait intervenir aussi. Donc, c'est des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, eux aussi vont intervenir pour soutenir les équipes tout le long d'une prise en charge et même après, quand il faut lâcher, débriefer, lâcher la pression. Donc, on travaille beaucoup en réseau. Alors ça, c'est très clair. Pour l'organisation, là, c'est vraiment très, très clair. Alors continuons sur l'organisation, mais cette fois plutôt managériale. Tout à fait au début de votre intervention, vous avez dit que c'était vraiment très important que l'organisation soit vraiment très claire pour chacun, que chacun prenne conscience de ses responsabilités, identifie bien le périmètre de ses prérogatives pour pouvoir agir à l'intérieur de ce périmètre. Donc, ça veut dire que pour chaque personne qui intègre une équipe de 12, à chaque fois, on explique à la personne l'éventail de toutes les tâches qu'elle peut réaliser en totale autonomie, d'une part, ou bien d'autre part, peut-être avec l'aval, la validation du coach, ou peut-être les missions qu'elle ne peut absolument pas réaliser parce que c'est du ressort du back-office, en l'occurrence de la direction. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez listé? Est-ce que vous avez un outil pour que les personnes qui ne sont pas habituées à assurer ce type de tâches puissent en prendre connaissance et commencent leur acculturation au moins de cette manière? Alors, ça se passe. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, par exemple, quand une personne postule via la boîte recrutement, il y a une forme de courriel qui lui est répondu pour faire un accusé de réception, mais il y a aussi des questions type en disant, est-ce que vous connaissez les soins volants? Nous fonctionnons sur le mode d'entreprise libérée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez connaissance de... Donc déjà, le futur, enfin la personne qui candidate est interrogée, savoir est-ce que cette personne sait où elle met les pieds. Ça permet déjà que cette personne réfléchisse, rende réponse et puis disent non, je ne sais pas, mais je serais curieuse, ou j'ai été voir votre site, voilà. Après, cette personne, quand il y a un contact téléphonique pour éventuellement fixer une rencontre, il y a aussi soit par l'équipe qui appelle, ça dépend aussi de la maturité de l'équipe, parce qu'il y a des équipes qui ont vraiment une autonomie totale parce qu'ils savent comment recruter, ils savent exactement, et puis il y en a d'autres qui demandent qu'il y ait un support de la responsable RH. Et puis voilà, et puis après, au moment de la rencontre, là, évidemment, il y a ce que la personne peut apporter par rapport à son profil, mais il y a aussi, pendant son entretien d'embauche, une grosse partie du fonctionnement en disant, voilà, le planning, c'est quelque chose qui est fait en équipe. Un jour, peut-être que ce sera vous qui serez amené à le faire en fonction de ce que vous pouvez et de vos compétences. Au niveau de l'organisation, ça se passe comme ça. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données pour que la personne entende. En général, c'est des choses qui motivent amplement. Et puis, si cette étape est passée, il y a une demi-journée, une journée d'observation qui a lieu au sein même de l'équipe où cette personne est pressentie. Et là, la personne qui va lui faire cette demi-journée va lui montrer, va aller vraiment sur le terrain, voir à la rencontre des patients, voir aussi comment ça se passe, comment on gère une journée, comment on gère les dossiers, les plannings, s'il y a une absence. Et voilà, et lors de cette journée, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être dites. Puis après, si cette personne est engagée, il y a ce qu'on appelle tout un plan d'intégration où il y a de la doublure et c'est vraiment beaucoup à
travers l'expérience, le vécu et aussi, on a parlé du dossier de soins, le support informatique, où là, il y a beaucoup, évidemment, il y a des visios, des vidéos, il y a des documents de support où la personne peut aller naviguer pour aller voir tout ça. Et au bout d'un mois et demi, nous allons faire ce qu'on appelle une évaluation à mi-parcours pour voir comment la personne se sent par rapport à cette autogestion. Et cette phase se fait avec des membres de l'équipe et le coach référent de l'équipe. Et voilà. Et après, au troisième mois, puisque c'est 3 mois de période d'observation d'essai, nous allons confirmer ou infirmer en fonction de. Mais au bout de 3 mois, la personne n'est pas complètement mûre à l'autogestion. C'est un travail de longue haleine et on voit aussi que il y a des personnes qui prendront des responsabilités et d'autres pas. C'est vraiment à l'instar de la société, c'est une mini-société et dans des équipes, il y aura des personnes qui prendront un rôle de leader. Alors que si c'est un leader positif, il n'y a aucun problème, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas des leaders négatifs qui étouffent le reste de l'équipe. Et il y a des gens qui, eux, diront, écoutez, moi, je prends pas des responsabilités, mais je vais faire des soins, donnez-moi tous les soins que vous voulez, je fais ce que vous dites et vous pouvez compter sur moi pour remplacer. Et ça, c'est aussi un atout pour l'équipe. Donc, c'est voir comment l'équipe accepte et comment ça s'organise. Et je dirais que chaque équipe a sa coloration. On n'a pas une équipe, c'est pas du copier-coller. On a vraiment des équipes complètement disparates et qui ont des fonctionnements qui leur est propre, que nous devons respecter. C'est ce que j'allais dire. Il y a la séance d'embarquement aussi qui est Aussi. proposée aux nouveaux collaborateurs où là, on parle du triangle d'or, du cadre. fonctionnement du cadre, d'où ça vient et tout. Donc, on leur donne une bonne information par rapport au fonctionnement. Puis après, pour que l'autogestion fonctionne dans les équipes, ça prend des règles. L'équipe doit établir des règles de fonctionnement. Est-ce qu'on fait le planning 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, nos choix de vacances pour 2025, à quel moment il faut que ce soit acté, de quelle manière on prend les décisions dans notre équipe, comment on se répartit les week-ends et tout. Donc ça, c'est les règles d'équipe. Donc nous, les coachs, on encourage fortement et on accompagne les équipes à établir leurs règles d'équipe et on leur dit vraiment, quand vous avez des nouveaux collègues, il faut tout de suite donner le rythme, dire, nous, dans notre équipe, on fonctionne comme ça. Et c'est à l'équipe aussi, là, c'est là où la responsabilité, elle est partagée parce qu'ils ont la responsabilité de transmettre à leurs nouveaux collègues leur fonctionnement, leur couleur. Ouais. Alors, c'est comme ça que ça se transmet. Puis quand il y a des difficultés ou en tout cas, au niveau des coachs, on essaie d'avoir des moments vraiment avec chaque nouveau collaborateur pour palper un tout petit peu comment ça va, qu'est-ce que tu remarques dans l'autogestion dans ton équipe? Est-ce que tu as commencé à à identifier des tâches? Est-ce qu'il y a des tâches qui te tentent de prendre un peu plus? Alors, on sait, hein, il y a toute une gradation, il y a des tâches qui sont très faciles à gérer, mais il faut même le ménage, l'intendance du local, ça peut être une source de conflit. Alors, c'est là où on voit au niveau de la communication, de l'équipe et puis des nouveaux qui arrivent. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Après, si vraiment il y a une difficulté dans l'intégration, et l'équipe va le voir arriver bien avant nous s'il y a une difficulté au niveau d'un collaborateur. Donc, ils vont faire de nouveaux collègues plutôt, mais ils vont vraiment faire appel à nous. Et puis, à un moment donné, quand ils ne le sentent pas, ben voilà, ça marche pas. Alors, on comprend tout à fait et c'est passionnant parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dès que la personne arrive, on la met à l'aise et on lui transmet toutes les connaissances que l'on peut pour qu'elle se sente à l'aise avec les process, les règles, les procédures, les protocoles que vous avez adoptés. Et ça, il faut le souligner doublement parce que finalement, l'entreprise libérée, elle ne peut être libre que grâce à un bon nombre de règles que l'on choisit de respecter ensemble. Hein, Oui. l'entreprise libérée, ce n'est pas la liberté et le chaos
parce qu'il n'y a pas de règles, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, c'est au contraire une somme assez importante de règles que l'on adopte et que l'on respecte collectivement. Sinon, et là ça rejoint une question qui est posée, sinon on imagine des jeux de pouvoir se mettre ensemble en marche qui viendraient nuire à votre fonctionnement, aux valeurs que vous portez et aux règles dont vous vous êtes doté. Alors, comment est-ce que vous faites pour réguler un petit peu ces jeux de pouvoir, euh, au-delà de la période d'intégration de la personne, après dans la vie de l'équipe? C'est un défi, je dirais, au quotidien. Parce que évidemment que c'est ce qu'on appelle les leaders négatifs, parfois des personnes qui semblent très très investies, mais c'est un investissement qui peut, pardonnez-moi l'expression, c'est parfois ça, qui peut devenir toxique parce que cet surinvestissement fait que il y a un leadership et un autoritarisme qui se met en place et on a eu des équipes où ça a fait fuir des bons talents parce que ils n'ont pas osé intervenir parce que bah, cette personne s'affirmait, elle était là depuis plus longtemps, donc et le temps que nous on s'en rende compte, parfois il se passe du temps et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait et tout, et c'est de pouvoir identifier bah, déjà quelles sont les personnes qui peuvent fonctionner ou pas en entreprise libérée, ça on le voit pas toujours parce que les gens sont toujours très motivés et voilà, on peut parfois, avec l'expérience, sur la période d'essai aussi, on essaie d'être vigilant, mais certains passent entre les gouttes ou alors il y a un relâchement une fois que la période d'essai est passée, où là, il y a une installation dans un certain conformisme et c'est revenir avec des choses très factuelles et nous essayons vraiment de permettre aux collaborateurs de communiquer de manière avec la communication non violente et d'utiliser l'outil DESC qui permet de dire des choses aux collègues dont on n'est pas d'accord, mais sans l'incriminer, mais dire, voilà, je respecte ton point de vue, ton fonctionnement. Par contre, moi, j'ai une vision différente et c'est pas mon point de vue. Et vraiment, on essaie de les encourager à dire. Et c'est vrai que les nouveaux, on leur dit aussi, tenez un journal d'étonnement. Parce que c'est pas parce qu'il y a des habitudes qui sont là que vous n'avez pas le droit de venir amener votre patte et puis amener aussi de vous dans cette équipe. Souvent, Catherine parle du mobile. Quand dans une équipe, il y a une personne qui part, bah, le mobile, il faut le rééquilibrer. Et quand il y a une nouvelle personne qui arrive, il faut rééquilibrer. Et le rééquilibrage, c'est pas faut pas qu'on rentre dans la dérive, on a toujours fait comme ça et ce sont des habitudes. Je pense que l'agilité, c'est aussi cette capacité à se remettre en question avec l'accueil des stagiaires. Les stagiaires aussi, on leur dit vraiment, vous avez des nouvelles techniques, vous avez des nouvelles approches, des nouvelles observances. Dites-le, posez des questions, même si c'est pas évident, dire, mais pourquoi vous faites de cette façon? À l'école, on nous apprend différemment. Et ça permet aussi de questionner et éviter qu'on s'enlise des fois dans des mauvaises habitudes. Merci beaucoup. Alors justement, pour rejoindre votre propos, Pakise, il y a une question au sujet de l'évaluation qui est faite par les patients eux-mêmes. Est-ce que les patients sont invités à évaluer les soins, la relation avec l'équipe? Est-ce que vous travaillez aussi à partir de ce type de données pour évoluer, pour progresser, pour vous On a eu, améliorer? oui, on a eu c'était juste avant le COVID ou pendant le COVID, j'arrive pas à me souvenir. On avait participé à une étude nationale et Faites par l'Université de Bâle. oui, l'Université de Bâle et qui justement évaluait le niveau de satisfaction des patients, des collaborateurs et aussi des proches aidants. Donc, ça, c'est vrai que ça nous avait amené un baume aussi au cœur parce qu'on avait plutôt des bonnes notes en termes de satisfaction au niveau des patients, mais là, j'arriverai pas à vous donner des chiffres. On a eu fait aussi un peu un relevé de la satisfaction des patients par appel téléphonique. Donc, c'est une personne externe qui était en stage plutôt avec nous et puis qui avait fait un peu un relevé de la satisfaction des patients. Je dirais que les collaborateurs ont beaucoup de retours positifs de leurs patients et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle, même quand
on fait des réévaluations des besoins des patients. C'est toujours un moment où on fait aussi un bilan de satisfaction. Euh, Moi, quelquefois, je propose aussi de jumeler des collaborateurs pour enrichir la réflexion clinique, pour aller voir sur le terrain à quoi ressemble leur tournée. Pour moi, c'est plus facile d'aller sur le terrain et puis d'aller jauger un peu avec eux leur réalité. Donc, j'essaie vraiment de rester proche des équipes en proximité. Et j'ai beaucoup de moments privilégiés pendant ces tournées-là aussi avec les patients et les familles. Alors, je dirais que il y en a des plaintes, hein? Il y a toujours des améliorations, mais parfois ça nous amène même à faire des cadres de collaboration et de partenariat avec les patients. On va un peu plus loin dans ce temps-là. Et puis là, Mais il y a un questionnaire aussi qui a été préparé pour oui, les patients du Valais qui sont c'est envoyés. un mailing Voilà, qui est parti, voilà, là, ouais. et on va avoir des retours. Et puis après, évidemment, il y a aussi tous les témoignages, il y a beaucoup de courriers, même des personnes dont le proche est décédé. Et quand on a des courriers qui viennent après, qui disent, mais nous sommes tellement reconnaissants de ce que l'équipe a fait. Ou alors aussi dans les réseaux sociaux, il y a pas mal d'interactions quand on fait des publications où il y a des familles, des proches qui... Donc voilà, je dirais qu'on a un retour qui est excellent au niveau... Et puis, au niveau du réseau de soins aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec les hôpitaux, ce qu'on appelle les infirmières de liaison, des partenaires, qui, quand on dit, on se retrouve dans des réunions, on parle des soins volants, qu'on est des représentants, ils disent, ah, oh là là, dis donc, effectivement, quel retour remarquable on a des patients. Donc ça fait plaisir. C'est vrai qu'en toute humilité, hein. C'est sûr, c'est une belle récompense. Ça, c'est la meilleure, hein, compte tenu des efforts qui sont fournis, hein. C'est la récompense qu'on espère tous. Alors, par rapport aux équipes de 12 là, c'est 12 personnes qui travaillent ensemble à côté d'autres équipes qui, elles aussi, sont formées de 12 personnes qui travaillent un petit peu plus loin, etc., avec les coachs là, qui les épaulent, qui les entourent, qui les soutiennent, qui les supportent. Euh, Comment est-ce que vous faites pour partager les connaissances qui émergent à l'intérieur de ces équipes? On imagine que les pratiques, les savoirs sont différents à l'intérieur de ces équipes, que à force de travailler ensemble, on réfléchit à de nouvelles méthodes de travail qui ne sont pas les mêmes que celles d'une autre équipe. Donc, comment est-ce que vous faites ensuite pour assembler, pour diffuser toutes ces connaissances qui ont émergé à l'intérieur de ces équipes, de sorte à ce que ce soit disponible pour chacun, que l'on s'en empare ou pas, mais que ce soit porté à la connaissance de tous? Je vais vous parler du début du coaching aux soins volants. C'est assez intéressant parce que c'est là où, moi, je dirais que j'étais seule coach, évidemment, Paquise était aussi coach, on était coach, on faisait comme on pouvait au début et c'est là où ça a évolué. Mais moi, quand j'ai commencé vraiment le rôle de coach auprès des équipes, j'ai été témoin d'une richesse. Et là, je me suis sentie vecteur de ça. Et parce que j'avais, par exemple, une équipe qui disait, ah, Catherine, notre intégration, on ne sait pas trop comment s'y prendre et tout. Et puis, mais je sortais d'une autre équipe qui avait développé des listings, des checklists pour l'intégration de leurs nouveaux collègues. Et là, je rappelais l'autre équipe et je disais, mais c'est super, est-ce que vous acceptez de partager vos documents avec l'équipe? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Et puis, je me rendais compte aussi qu'il y avait beaucoup de doublons, mais chaque équipe avait vraiment investi du temps dans le développement de certains outils ou de certaines manières de faire. Je voyais que ça allait bien dans cette équipe-là par rapport à telle problématique, et puis que finalement, ça pouvait peut-être être utile, ces réflexions-là, pour une autre équipe. Et débuter là, la création de groupes inter-équipes ou très structurés, très courts. On ne s'éternisait pas. Il y avait une personne par équipe qui venait, on se rejoignait dans un endroit assez centralisé. Et là, je leur disais, mais aujourd'hui, il y a une problématique, par exemple, au niveau de l'intégration. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de documents qui avaient été créés. Et puis, je les invitais à ce qu'on puisse en parler ensemble. Et puis là, c'était
Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je suis très passionnée, hein. Et c'était merveilleux, en fait, de voir tous ces échanges inter-équipes et la richesse. Et le partage de, ah oui, toi, tu fais ça. Et puis, en fait, le groupe inter-équipe se créait avec ceux qui avaient la tâche d'intégrer dans chacune de leurs équipes. Et là, moi, j'ai ça comme difficulté. Moi, je fais comme ça. Regarde qu'est-ce que j'ai créé. Puis là, on s'est dit, bon, OK, on va lire tous nos documents que vous avez faits. Qu'est-ce qui pourrait être utile pour tout le monde et qu'est-ce qui est propre à chaque équipe? Et chaque équipe pouvait s'en inspirer. Deux colloques d'1 heure et demie, 2 heures, et c'était réglé. Les documents avaient été relus, corrigés et partagés. Et chaque personne avait la responsabilité, et ça, je l'animais, avait la responsabilité de ramener ça dans son équipe et de communiquer. Après, je demandais au groupe de travail, ce serait quoi le prochain sujet, vous pensez, qu'on pourrait s'enrichir comme ça mutuellement? Puis là, ah, la facturation. On a des problèmes de facturation. OK. Alors, on a refait un groupe de travail sur la facturation quelques mois après. Et là, c'était les responsables, entre guillemets, de la tâche de la facturation dans leur équipe qui revenaient pour le groupe de travail. Alors, c'était chacun son tour comme ça. Et les coachs, en fait, dans le rôle, parce qu'on n'a pas tout défini le rôle du coach, mais c'est vrai que d'aller d'une équipe à l'autre, parfois, on voit certaines problématiques se reproduire. Alors, c'est soit on met en contact des équipes ensemble pour qu'elles trouvent des solutions et qu'elles s'inspirent en tout cas de d'autres équipes, ou bien, si vraiment il y a un problème majeur, je vais vous donner un autre exemple, les boîtes à clés pour accéder aux voitures. C'est des boîtes avec des codes. Ben, l'hiver, ça gèle. Donc, c'est un problème récurrent de manière générale, et ça, c'est les coachs qui ont vu que ce problème-là était généralisé. On ramène ça au back-office et puis on dit, mais là, il faut trouver une solution parce que les boîtes à clés qu'on fournit aux collaborateurs gèlent l'hiver. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait essayer de mettre en place pour éviter d'avoir cette problématique-là? Alors, ça, c'est le genre de problème qu'on va régler avec le back-office et on ne laissera pas ça dans les mains des équipes. Là, on va vraiment être là en support. Alors, J'ai répondu à la question? oui, Oui. oui, oui, j'en aurai d'autres dans cette lignée, OK. mais ça fait le lien avec une autre question, parce que les exemples que vous venez de donner, Catherine, montrent bien que l'on passe du temps au sein de ces équipes à réfléchir à la gestion, à l'organisation des soins, puis des activités de manière générale. Donc, quel pourcentage de temps, à peu près, hein, passe-t-on quand on est soignant à faire des soins et à participer à l'organisation? Alors, c'est 60% à peu près à soigner et 40% à réfléchir et organiser. C'est la base. Après, bah, en fonction d'où on en est au niveau de l'équipe, c'est sûr qu'une équipe qui se constitue, ça va être du 100% réfléchir et puis petit à petit, on commence à soigner, on commence à faire la patientèle. Et puis, il y a des fois où, quand on est en sous-effectif et qu'il y a beaucoup de soins, on a des équipes qui arriveront à 80% de facturation et puis du coup peu de temps, mais là, on a ces tableaux de bord nous permettent de dire, mais recruter, et puis là, on va vous aider à recruter, on va vous envoyer des candidatures, s'il faut, on va vous aider à faire les entretiens. Les tableaux de bord permettent aussi de voir où en sont les équipes pour pouvoir renforcer les équipes, ou alors leur dire, attendez, là, vous avez une baisse d'activité, vous avez des heures sup, c'est peut-être le moment de les prendre, vous voyez. Donc, c'est aussi des outils de management pour l'équipe pour voir où ils en sont. Oui, oui, bien sûr, on comprend tout à fait. Alors, deux autres questions par rapport à celles qui sont posées là dans la conversation. Euh, est-ce que les collaborateurs sont formés, par exemple, à la formation à la communication non violente? Mais du coup, on pourrait tout à fait élargir la question, parce que vous l'avez évoqué au tout début de votre intervention. Vous avez parlé de toutes les compétences des soignants, hein, qui sont développées en termes de management. Donc, indépendamment de cette question, ou au-delà strictement de cette question de la communication non violente, quelles sont les compétences que vous développez chez vos soignants?
que on est vraiment des équipes autogérées en management. En gros, parce que je n'arriverai pas à toutes les énumérer, mais il y a toutes les compétences en lien avec le recrutement, lire un CV, prendre connaissance d'un dossier de candidature, faire un entretien. Si une équipe qui a envie de développer un projet, ben, comment on organise un projet? Euh, Quelle autre compétence ils ont? L'écoute, l'écoute, L'écoute. le non-jugement, effectivement, C'est des compétences personnelles voilà aussi, hein, aussi. c'est capacité à faire des feedbacks positifs. Nous, on utilise beaucoup le desk, qui Ouais. ressemble beaucoup à la communication non violente, puis qui structure et qui permet de communiquer. Après, au niveau organisationnel aussi, c'est vrai que comment on fait un planning, comment on fait un planning pour satisfaire tout le monde et surtout pour respecter les lois et la convention collective de travail. Par exemple, on a le cas d'une infirmière où elle aimerait travailler tous les week-ends parce que ça l'arrange en étant proche aidante. Et ça arrange aussi l'équipe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir congé le week-end, mais là, on peut pas. On peut pas parce que ça fait pas partie, c'est même pas le cadre de l'entreprise, c'est les lois. Les lois disent que les collaborateurs doivent avoir un week-end sur deux de congé. Donc, ou alors, par exemple, il y a une équipe où eux, ils ont une collègue qui s'est cassé une jambe juste avant les fêtes. Tout de suite, ils se sont organisés pour la remplacer sans faire appel à qui que ce soit d'autre, juste avant les fêtes. Et ils sont top, super. Mais après, je leur ai dit, vous êtes vraiment super, mais peut-être que ce serait bien d'engager quand même quelqu'un d'autre parce que là, vous avez explosé vos heures sup, je m'inquiète pour votre santé, mais en plus, si on a un contrôle du service de l'emploi, ben là, ça va être difficile parce que ils disent oui, mais nous, on est d'accord, c'est pas vous qui nous forcez, mais la loi, c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi, même si vous êtes consentant à faire des heures sup, vous n'avez pas le droit de faire plus que tant d'heures sup. Et voilà, c'est effectivement leur donner et leur expliquer que c'est pas parce qu'on est dans une entreprise libérée que c'est l'anarchie et qu'il y a des règles à respecter et le fameux triangle d'or et voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois que l'heure tourne. Il y a encore beaucoup de questions. Alors, des questions très techniques. Est-ce que les collaborateurs peuvent changer d'équipe quand l'équipe ne leur convient plus ou pas? Et la personne qui pose la question se demande si c'est le cas, est-ce que ça risque pas de faire émerger des bonnes équipes et des moins bonnes équipes? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Euh, c'est des demandes qu'on reçoit. Des fois, c'est purement parce qu'il y a quelqu'un qui déménage et il change de secteur et puis il veut favoriser une proximité de son domicile. Et puis, il y a effectivement des demandes de changement d'équipe en lien avec des conflits au niveau des personnalités et puis ça bug un peu à ce niveau-là. Donc, effectivement, c'est des questions qu'on entend et on entre en matière en termes de changement d'équipe, mais on va favoriser vraiment qu'il y ait une communication déjà avec l'équipe ou que la personne veut quitter et on accompagne cette équipe dans ce changement-là. Et puis, ça ne va pas se faire par contre du jour au lendemain en claquant les doigts parce que on ne veut pas non plus déséquilibrer l'effectif d'une équipe parce que tout d'un coup, la personne elle veut changer d'équipe. Et puis il faut que l'équipe qui va recevoir soit d'accord d'intégrer cette Oui. personne. On ne va pas imposer quelqu'un à une équipe. Donc ça veut dire que cette personne va avoir comme un entretien d'embauche auprès de l'équipe sollicitée pour voir si ça peut intégrer cet environnement. Et si ça n'est pas le cas, que faites-vous? Bah, dans ce cas, alors, soit la personne, elle décide de partir parce que l'équipe avec laquelle elle travaille ne convient pas, ou alors si elle dysfonctionne au niveau de l'équipe, dans ce cas, il y a des mesures comme dans toute gestion de collaborateurs. Si quelqu'un fait des fautes ou a des manquements selon son descriptif de fonction, dans ce cas, nous interviendrons effectivement. Voilà, il y a aussi des licenciements
ça arrive, même si c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes à qui on peut faire des avertissements. Ça reste de la gestion d'entreprise et voilà, donc On a eu des personnes qui étaient vraiment en difficulté dans des équipes où certains on reprochait le manque de compétences ou le trop de contrôle sur une équipe qui finalement passait à travers le processus de changement d'équipe et ça fonctionne nickel avec la nouvelle équipe. Il y a vraiment eu des changements d'équipe à succès. Mais c'est évidemment s'il y a vraiment des problématiques en termes de compétences ou de manière de communiquer ou de collaborer. c'est surtout des personnalités qui sont pas compatibles Ouais. finalement. Comme partout. Ouais. Alors, il y a une autre question qui est intéressante concernant la formation des coachs. Est-ce que les coachs sont forcément des soignants Alors, ou les est-ce qu'ils 4 peuvent... coachs que nous avons sont de profession infirmière, une profession infirmière, et ont des profils différents. C'est vrai que Catherine, elle a un profil très axé clinique. Nous avons une coach qui est plus dans tout ce qui est pédagogie et elle a un master en sciences infirmières. On a un coach qui, lui, a une formation de management de proximité et une formation de coach. Et la 4e personne, elle a un profil aussi où elle a des compétences en santé publique, en management et suivi des équipes. Donc, c'est vrai que c'est des profils qui sont différents, complémentaires, mais à la base, c'est vrai que comme nous avons quand même essentiellement des soignants, c'était quand même important d'avoir la même profession de base. Mais c'est aussi des coachs qui s'entraident aussi en fonction des défis, des difficultés ou alors des mandats que les équipes peuvent leur confier par rapport à des réflexions. Donc, il y a une entraide et aussi un débriefing commun où bah, comment tu fais, qu'est-ce qu'on préfère, il y a une réflexion commune qui se met en place. Eh bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'était absolument passionnant, hein. On aurait pu poursuivre. Il nous faudrait une autre conférence pour discuter des communautés de pratique que vous envisageriez de mettre en place, du référentiel de compétences propre aux soignants qui auraient envie de travailler de manière autogérée, pour reprendre votre expression. C'est absolument passionnant. Je pense qu'on va se redonner un rendez-vous. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions.